Donc, il faut ralentir les neutrons. Le dessin, il nous montre schématiquement deux grappes de combustible, là, séparées par environ 30 cm, dans un grand réservoir qui appelle la calandre du réacteur. Alors, les neutrons qui sont émis par un noyau d'uranium qui vient de se briser, mettons, spontanément. Quand on commence la centrale, il y a des réactions spontanées, il y a des noyaux d'uranium-235 qui se fissionnent. Là, il y a un neutron qui part. Il n'y a aucune chance d'être absorbé dans la pastille où il est parce qu'il va trop vite. Okay? Alors, il continue, il va passer à travers le métal, puis là, il va se rendre dans l'eau du réacteur. Puis là, il va faire boum, 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 boum. Il va faire des centaines de milliers d'impacts sur des molécules d'eau. Puis ça va faire en sorte qu'il va ralentir, 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 et il va transférer 99,99% de son énergie aux molécules d'eau qu'il y a dans le réacteur. Puis, après avoir fait tout ça, très souvent, après ça, il va rentrer dans la grappe qui est à côté. Mais là, il va avoir ralenti à 2 km par seconde. Puis ça, c'est la vitesse idéale pour être absorbé par un autre noyau d'uranium. C'est comme ça que la réaction en chaîne peut continuer. Okay? Puis la beauté de la chose, c'est que s'il n'y a pas d'eau dans le réacteur, la réaction en chaîne s'arrête. Elle ne peut pas fonctionner. Les neutrons vont trop vite. Alors là, tout ce qui se passe, il y a des réactions spontanées de l'uranium-235. Moyenne 700 millions d'années. C'est assez long, là. Donc, pour une centrale nucléaire, côté sécurité, c'est extraordinaire. S'il y a un problème avec la centrale, on ouvre une valve, on laisse l'eau se vider, le réacteur s'arrête instantanément. Ce qui est arrivé à Tchernobyl ne peut pas se produire dans une centrale canadienne. Parce que même si on mettait la clé dans la porte pour s'en aller, ça finirait que ça deviendrait tellement chaud, l'eau s'évaporerait et la centrale s'arrêterait. Puis d'ailleurs, le réacteur Candu, qui est un réacteur canadien, il est considéré comme le plus sécuritaire au monde. Bon, on continue. L'eau, qui agit comme un modérateur, elle se fait chauffer par les collisions de neutrons. Ce qu'on fait, c'est qu'on pompe cette eau-là vers le haut, c'est plus facile par densité, en direction de ce qu'on appelle un circuit secondaire. Alors, on peut voir que l'eau, elle voyage dans le réacteur en circuit fermé. Celle qui va dans le réacteur, elle ne va jamais dans les turbines. Okay? On passe par un circuit secondaire. Donc, l'eau secondaire, elle aussi, est en circuit fermé. Elle se fait chauffer par l'eau qui vient du réacteur. Elle passe à l'état gazeux. Puis elle prend de l'expansion dans la turbine à vapeur. Elle, la turbine, à son tour, elle va entraîner l'alternateur, comme sur une voiture, là, mais en beaucoup plus gros, mettons. Puis c'est comme ça qu'on transforme la vitesse des neutrons en chaleur et ensuite en électricité. Bon, il y a un détail important sur le schéma là, que je voudrais souligner parce qu'on va en reparler tantôt. À la sortie de la turbine, l'eau est encore gazeuse. Avant de la retourner dans le générateur de vapeur, il faut la condenser à l'état liquide. Sinon, on n'arriverait pas à la recomprimer dans le circuit secondaire. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'eau de refroidissement. Vous allez voir, les conséquences de ça sont gigantesques. Il faut vivre avec ces pertes de chaleur-là. C'est une limitation des lois de la thermodynamique. Il n'y a que 40 % de l'énergie des neutrons qui se retrouvent sous forme d'électricité à la fin du processus. Tout ça, d'ailleurs, ça explique pourquoi les centrales nucléaires sont presque toujours situées près d'un cours d'eau. Okay? En Europe, les cours d'eau sont assez petits. Pour éviter de les surchauffer, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des tours de refroidissement, comme sur celle que vous voyez là, qui est en Suisse, la centrale de Gaugen. Le réacteur, en proportion, il est tout petit. Okay? Il est protégé là, à l'intérieur de l'enceinte en béton blanc qu'on voit à gauche. En passant, un petit commentaire, la centrale de Tchernobyl n'avait pas de bunker en béton autour du réacteur. C'est pour ça que l'explosion a causé autant de problèmes. Sinon, on n'aurait rien vu de l'extérieur. Okay? Construire une centrale nucléaire sans enceinte de confinement, c'est tout simplement criminel. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Là. Alors, là, c'est vrai, on s'approche de notre objectif. Là. Pourquoi il y a des déchets nucléaires? Tout à l'heure, je n'ai pas fait ressortir un point important. C'est qu'il n'y a que l'uranium-235 qui est fissile. Puis lui, il représente juste 0,7 % de tout l'uranium qui est dans le réacteur. Alors, avec le temps, il y a de moins en moins d'uranium fissile, puis la réaction finit par ralentir au point que la centrale n'est plus du tout efficace. Puis là, il faut sortir le vieux carburant. Mais en disant ça, je ne dis pas tout. Là. Quand on sort le carburant irradié du réacteur, on remarque qu'il n'y a pas que des produits de fission comme le barium, le krypton. Il y a aussi un autre élément qui n'existe pas dans la nature.
On a réalisé au début de l'ère nucléaire que si l'uranium-238 n'est pas fissile, on a constaté par contre qu'il est ce qu'on a appelé par après fertile. C'est pour voir ce que ça veut dire. Revenons à nos grappes de combustible. À l'intérieur de chaque grappe, les neutrons vont encore très vite, autour de 20 000 km par seconde. Bref, il ferait le tour de la Terre en 2 secondes. Puis la grande découverte, c'est que l'uranium-238 est capable d'absorber des neutrons, mais il faut qu'il soit rapide. Puis, il en absorbe 1, 2, puis là, il se produit 2 décompositions bêta-, qu'on connaît bien maintenant. Il y a donc 2 électrons qui sont éjectés. Les neutrons deviennent des protons. Puis là, apparaît un nouvel élément chimique qu'on a baptisé le plutonium. Il y a donc le numéro atomique 94 à cause des 2 protons supplémentaires qui se sont produits par décomposition radioactive. Alors, on commence à être habitué. On va aller regarder les isotopes les plus courants. On s'en doutait, il n'y en a aucun qui est stable. Parce qu'on l'a dit tantôt, le noyau le plus gros qui est stable dans la nature, c'est l'uranium, 92. Un élément chimique à 94 protons, oubliez ça. S'il n'y en a pas sur la Terre, c'est parce que ce n'est pas stable quand ça arrive, ils disparaissent. Alors, tous les isotopes du plutonium sont radioactifs. Celui qu'on retrouve, disons, majoritairement dans le carburant irradié, c'est le plutonium-239. Il y en a aussi un autre, le 241, mais presque pas. Le 239, on voit que sa demi-vie est assez courte, 24 000 ans. Ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il se décompose assez vite. Donc, il y a beaucoup de décomposition à chaque seconde. Puis, il y a un autre défaut, lui, en plus, si vous le laissez se briser tout seul, là, il éjecte un noyau d'hélium. 4 nucléons qui partent ensemble, ça frappe assez dur. Donc, pour les animaux et nous, c'est assez dangereux. Ce qu'on a remarqué, et ce qui est heureux, c'est qu'il est fissile lui aussi, avec des neutrons lents à 2 km par seconde. Ça veut dire qu'on peut le faire fissionner dans le même type de réacteur nucléaire qu'on utilise avec l'uranium-235. Alors, on peut se demander, quand je le sors du réacteur, pourquoi il ne s'est pas fissionné dans le réacteur? Pourquoi il y en a encore? En fait, les 2 tiers, finalement, ont été fissionnés. Les physiciens ont remarqué ça. Alors, il y a de l'uranium-238 qui est fertile, qui absorbe 2 neutrons. Il devient du plutonium. Le plutonium, lui, est fissile. Un neutron le frappe, il se décompose, dégage de l'énergie. Mais, alors, donc, on voit bien que l'uranium-238, qu'on croyait complètement inutile dans l'énergie nucléaire, bien, il peut se fissionner et produire de l'énergie, mais par, évidemment, des étapes, plusieurs étapes. Mais pourquoi il ne se fissionne pas au complet? Le plutonium, d'ailleurs, comme l'uranium-235, lui non plus, il ne réussit pas à se fissionner au complet dans le réacteur. En fait, c'est à cause de tous les petits noyaux qui sont produits par les fissions successives de l'uranium-235 et du plutonium-239. Puis tous ces petits noyaux-là, ils finissent par nuire à la réaction en absorbant des neutrons. Les physiciens nucléaires, ils appellent ça du poison parce qu'ils arrêtent la réaction en chaîne. Si ce n'était pas de leur présence, tout le plutonium-239 puis tout l'uranium-235 finirait par se détruire dans le réacteur. La réalité, malheureusement, n'est pas aussi facile qu'on voudrait. C'est toujours comme ça d'ailleurs, je pense. Alors, vous savez ce que la majorité des opérateurs de centrales nucléaires font avec le carburant irradié quand ils n'arrivent plus à produire suffisamment de chaleur? Ils arrêtent la centrale, ils sortent le carburant du réacteur, ils le laissent dans la piscine, c'est une grosse piscine qui baigne l'ensemble du réacteur pendant l'opération pour protéger les gens qui travaillent. Puis, ils vont laisser les grappes dans l'eau pendant 6 ans. Puis, pour que la réactivité baisse suffisamment, pour que ce soit plus dangereux, quand ça ne devient pas trop chaud, ils vont couler les grappes dans du verre pour les protéger, empêcher que l'environnement puisse venir interagir avec. Puis là, ils enferment ça dans des sarcophages de béton en attendant de savoir ce qu'ils vont faire avec. C'est pas extra comme approche. Les Français, eux, ils ont dit, ben voyons, on sait quoi faire avec ça. Il suffit de retraiter le carburant, enlever tous les petits noyaux qui nuisent à la réaction, de réutiliser l'uranium-235 puis le plutonium-239. Les gens ne réalisent pas la quantité incroyable d'énergie qui existe dans le noyau des atomes.